Donc on ne peut qu'espérer trouver un jour une vie normale. Et on travaillera pour cela, on se bat pour cela. Donc je vous demande quand même, pour ceux qui en souffrent, parce que je sais qu'il y a parmi vous des élus qui en souffrent, parce que vous ne pouvez pas vous exprimer dans votre délégation, vous ne pouvez pas vous exprimer dans vos projets, et le temps passe, et vous vous posez des questions. Donc, je vous demande effectivement de faire comme vous pouvez, autant que possible, si c'est possible, faire preuve d'imagination, quand c'est possible, quand on peut faire avec. Quand c'est pas possible, quand c'est pas possible aussi, c'est pas possible. Mais il faut essayer peut-être de faire preuve d'imagination, de trouver l'art et la manière de faire différemment, mais ce n'est pas toujours évident dans la mesure où on ne fait pas seul, on fait avec les autres, et quand on veut innover, quand on veut faire différemment, il faut être suivi des autres, il faut que les idées soient acceptées, tout ça. Donc c'est pas facile. En tout cas, on redémarre là, puis on calcule tout, et on y va. Si on est obligé d'arrêter, eh bien, on fera le point. Mais en tout cas, là, on y va. Et on y va comme si tout devait repartir avec un mode d'organisation, bien sûr, puis le mode d'organisation sanitaire qui est mis en place aujourd'hui par l'État, par les responsables politiques, par tout responsable en charge de la santé des Guadeloupéens. Sur ce, je vais laisser la parole tout de suite au premier adjoint qui doit vous faire le point sur la rentrée scolaire, puisque nous n'avons pas volontairement communiqué, publiquement communiqué sur les ondes et sur le Facebook pour la rentrée scolaire. On ne l'a pas fait, c'était une volonté de ne pas le faire pour faire passer un message essentiel, qui était le message le plus important pour nous. C'était la difficulté pour l'ensemble des communes de pouvoir faire démarrer la restauration scolaire dès le 27. Vu ma position, une communication de la commune de Lamentin pourrait brouiller le discours, qui est un discours majoritaire, qui est un discours qui aujourd'hui est la réalité qui l'emporte, c'était la difficulté pour la grosse majorité des communes, je dis bien la grosse majorité des communes, de pouvoir offrir la restauration scolaire dès le premier jour. Donc je n'ai pas voulu brouiller ce message-là. Donc à vous maintenant, on peut passer l'information puisque nous avons déjà passé le cap du 27. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je m'associe pleinement à tes propos, s'agissant de la difficulté de la mobilisation de l'équipe politique, mais aussi de l'équipe administrative. Je félicite notre collègue Bartholin, qui était jadis un militant, qui est aujourd'hui un collègue. Alors, chers collègues, il ne vous a pas échappé que le 6 septembre, la ville de Lamentin a été sollicitée par le rectorat afin de mettre à disposition une école pour nous permettre aux soignants de Guadeloupe de scolariser leurs enfants, ou bien en tout cas de faire garder leurs enfants. Donc nous avons été en capacité d'accueillir ces enfants depuis le lundi 6, et ce durant 4 semaines de 8h à 15h. Donc on a dû mobiliser le personnel et d'autres moyens pour rendre cela possible. Mais le même 6 au matin, pour ajouter à la difficulté, on découvre avec effroi que la vandalisation des services administratifs de la caisse des écoles ainsi que du service technique. Mais nous avons su faire face à tout cela, motiver et mobiliser le personnel, accompagner le personnel et faire intervenir les entreprises pour essayer d'effacer ces affres-là. Et vous comprenez bien qu'on était en pleine période d'inscription pour la restauration scolaire, ce qui a dû l'arrêter net dans la mesure où les guichets même ont été vandalisés
Donc on n'avait pas les moyens de travailler. Le lundi 20, il y a eu une entrée des enfants par groupe de 5. Là encore, on était prêt pour accueillir ces enfants. On a réuni les conditions pour rendre cela possible à la montagne. Et le lundi 27, c'était la rentrée générale avec la restauration comprise. Et c'est pas moins de 1500 élèves qu'on a pu restaurer lundi et mardi. Alors le mot d'ordre du maire et de moi-même a été sur cette question-là, c'est que même les enfants, les parents qui n'avaient pas payé, ces enfants-là devraient manger. Et c'est ce qui s'est passé. On a reçu tous les enfants de la montagne, scolarisés en tout cas au Lamentin, pour manger. Alors, ce travail a été un travail d'équipe, et donc je tiens tout particulièrement à remercier Gladys Burat aux affaires scolaires, ainsi que Christian Citadel qui était toujours avec moi pour mener ce challenge, pour relever ce challenge, ainsi que les équipes, Madame Mozart avec son équipe, ainsi que Madame Tico avec son équipe. Et donc je pense que, le maire le disait, les communes, dans leur grande majorité, ont eu des difficultés, beaucoup de difficultés, parce que selon ce qui a été dit sur les autres, il y aurait à peine 2 communes, en ajoutant la montagne, 3 communes qui ont été en capacité d'offrir la restauration dès les premiers jours de la rentrée. Donc, sans s'enorgueillir, mais nous pouvons en être fiers, et c'est la preuve si besoin est, de notre capacité à anticiper, à être solidaire et à rendre les choses possibles à la rentrée. Donc, pour cela, déjà, je vous remercie, et je pense que, comme le président le disait, nous sommes déjà pied à pied, donc on doit continuer sur cette lancée. Bien entendu, en tenant compte de cette situation sanitaire. Je vous remercie, c'est ce que j'avais ajouté et apporté comme information aux collègues. Merci collègues. En tout cas, un grand remerciement aussi à l'ensemble du personnel de la Caisse des écoles, de l'équipe de Madame Mozart. Je pense à eux puisque, je le dis souvent, on a un personnel à la montagne en grande quantité. Est un personnel qui est mobilisé, qui est un personnel qui joue le jeu et qui veut faire les choses au profit des administrés. Personne n'est parfait. L'équipe parfaite, ça n'existe pas, non. L'organisation parfaite, ça n'existe pas, non. Mais l'orientation, la volonté du plus grand nombre était sans aucune ambiguïté au service des administrés et de la population. Et ça, dès le jour où on a fait la rentrée pour les enfants, les personnels réquisitionnés, etc., on n'a pas eu de mal à trouver du personnel qui était volontaire pour le faire. Pour la cantine scolaire, la restauration scolaire, on n'a pas eu de personnel qui traîne les pieds pour dire on ne peut pas parce que là, on n'a pas assez de temps pour se préparer, etc. etc. Non, franchement, je dis félicitations pour le personnel. J'aurai l'occasion, quand on sortira de cette situation, pour remercier les équipes de la montagne. Voilà. Et même pendant la période de confinement aussi, quand on a demandé à certaines équipes de venir, de travailler, de faire des choses quand on avait besoin d'elles, elles étaient là. Elles étaient là. Malgré que la commune, le personnel a été touché par la maladie, touché par le deuil, touché par tout cela, mais à aucun moment on a eu un personnel municipal qui nous dit non. On ne peut pas, ou parce qu'il y a ceci, cela qui traîne les pieds. Non. Donc il faut le dire, il faut remercier. Monsieur le DGS, il va falloir qu'on puisse un jour organiser cela pour dire les choses. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Mais quand ça va aussi, il faut pouvoir le dire et il faut savoir être reconnaissant. Même si c'est leur travail, ils sont payés pour ça, mais il faut le faire. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par les approbations des procès-verbaux des conseils municipaux du 29 juin 2021 et du 19 juillet 2021. Donc, y a-t-il des observations sur le procès-verbal du 29 juin 2021?
S'il n'y a pas d'observation, on va mettre pouvoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité. Procès verbal du 19 juillet 2021. Ah, je n'avais pas vu, excusez-moi, chers collègues. Non, excusez-moi. Ce sont des abstentions, c'est ça? Ok. Donc, moins 2 abstentions. Procès verbal du 19 juillet 2021. Y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Toujours 2 abstentions. Donc adopté, moins 2 abstentions. Le point suivant. Délégation de la maîtrise d'ouvrage à la région pour la réhabilitation ou la construction de plateaux sportifs. Mon collègue Saturnin Francillon, qui a la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Dans le cadre du plan de relance initié par l'État durant cette crise sanitaire, le programme REAC-U est une proposition législative dont l'un des objectifs vise à soutenir l'investissement dans l'aménagement du territoire et infrastructures sportives et culturelles de qualité des programmes relevant du FEDER. Cette enveloppe permet de financer des projets à 100% sur fonds européens dans le cadre de l'engagement budgétaire 2021-2023. Dans le cadre de ce programme, la région porte l'initiative de l'implantation dans les communes de plateaux sportifs tels que des city-stades adaptés à l'esprit de cohésion et d'attractivité. Ces projets sont menés sous maîtrise d'œuvre régionale pour le compte des communes. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de confier la maîtrise d'ouvrage à la collectivité régionale pour la réalisation de plateaux sportifs sur le territoire de la commune. Je vous demande d'en délibérer. Chers collègues, y a-t-il des questions par rapport à ce projet? Oui, collègue, il faut entrer. Attendez, le micro. Monsieur le Président, bonsoir à tous. Vous avez parlé de réhabilitation et vous avez ajouté verbalement et de construction. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que ces plateaux vont être soit réhabilités, soit construits? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Merci. Très bien. Donc, c'est un projet aujourd'hui qui entre dans le cadre d'un dispositif lancé par l'État. Et si je ne me trompe pas, collègue Sylvie Dagonia, il y a 10 projets comme ça retenus en Guadeloupe, c'est ça? Oui. Attends, je te donne la parole tout à l'heure, tu vas compléter. Donc, il y a 10, c'est bien ça. Donc, la commune de Lamentin prend cette délibération, qui est une délibération de principe, pour pouvoir s'inscrire dans le dispositif. Après, il nous appartiendra, entre nous, de déterminer exactement le projet qu'on va faire. Est-ce un projet de réhabilitation? Est-ce un projet de construction? Parce que les deux sont possibles, ou exactement, on verra. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes à une délibération de principe pour nous inscrire dans le cadre du projet. Je passe la parole tout de suite à notre conseillère municipale et aussi conseillère régionale, Sylvie Dagonia. Oui, bonsoir, chers collègues. Donc, pour l'instant, il s'agit effectivement de 10 city-stades. Donc, ce sont des mini-terrains avec 3 activités sportives. Et donc, la région a pour l'instant acté sur 10 city-stades. Lamentin en fait partie, dans 10 communes. Lamentin en fait partie. Donc, ce sont des stades, mini-stades comme on dit.
qui seront implantés sur les communes. Par contre, c'est la ville de Lamentin, donc le maire et son conseil municipal, qui décide de l'implantation du city stade. Et donc, c'est important de préciser qu'il n'y a pas d'impact financier sur la ville du Lamentin. Ensuite, concernant les autres projets, puisqu'il y aura d'autres projets concernant ce dispositif, il est prévu qu'il y ait une réunion de travail entre la région et la ville du Lamentin qui fera ses propositions et qui seront actées ou non, enfin, qui seront actées pour moi par la région. Mais aujourd'hui, cela concerne essentiellement la démarche qu'il y a à faire et puis les city sports, puisqu'il y a un délai pour pouvoir valider ces implantations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux communes de prendre une délibération pour pouvoir activer la démarche. Donc clairement, c'est une question qui reviendra encore devant le conseil municipal. Oui. Oui, c'est une question qui reviendra encore devant le conseil municipal. Monsieur Diobi, vous voulez dire quelque chose, c'est ça? Bonjour, chers collègues. Monsieur le Président, vous venez de me rassurer, puisque vous indiquez que ce dossier-là reviendra devant le conseil municipal. Parce que sinon, si c'est une délégation de principe, sans qu'on puisse identifier les lieux, à qui revient le droit de choisir effectivement le lieu à traiter, soit en réhabilitation, soit en construction. Donc maintenant, je suis assuré, ça reviendra devant le conseil municipal. De toute façon, techniquement et juridiquement, ça doit revenir, puisque on doit préciser la délégation d'ouvrage. Quand on donne une délégation d'ouvrage, il faut que ça soit beaucoup plus précis que ça. Donc on doit préciser la délégation d'ouvrage, on ne donne pas une délégation d'ouvrage de manière générale, on donne une délégation d'ouvrage sur un ouvrage bien précis. Donc on reviendra forcément, obligatoirement, on va revenir dessus. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Oui, Christian. Correction pour le secrétariat, il manque le mot réhabilitation dans le titre. C'est un citadelle. Alors, je disais pour le secrétariat, dans le titre, il manque le mot réhabilitation. Parce qu'on nous a mis pour construction des plateaux sportifs. Donc, il manque le mot réhabilitation. Oui, parce que ça peut être une construction, mais peut-être on peut prendre l'option aussi de réhabilitation. Donc, il ne faut pas fermer la délibération. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 3, désignation des membres de la commune de Lamentin à l'Office du tourisme intercommunal. La présentation est faite par notre collègue Sonia Mercadier. Sonia, tu as la parole. Par délibération, vous m'entendez? Par délibération numéro 2021-04-63 en date du 19 juillet 2021, la commune de Lamentin a désigné 2 élus afin de siéger au conseil d'administration de l'Office du tourisme intercommunal, OTI. Or, doivent être désignés un élu et un membre de la société civile. Aussi, il est proposé d'annuler la délibération numéro 2021-04-63 et de désigner Madame Patricia Divial, conseillère municipale, et Madame France Schalder, membre de la société civile, pour siéger au conseil d'administration de l'OTI. Je vous demande d'en délibérer. Oui, on revient effectivement sur cette délibération, tout simplement parce que les statuts ont été modifiés pour l'OTI et nous ne pouvons plus avoir 2 élus de la commune à l'OTI, mais un élu de la commune. Donc, il nous faut désigner au conseil municipal cet élu-là. Donc, je propose effectivement notre collègue Patricia Divial, dans la mesure où ça correspond à
sa délégation au sein du conseil municipal de la Montagne. Y a-t-il des questions et des objections? S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'objection, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Point numéro 4. Programme de recherche scientifique sur l'eau de Ravenshaw. Présenté par Annie Génipa. Annie, tu as la parole. Oui, merci. Merci Président, bonsoir chers collègues. Depuis 2017, Ravenshaw est redevenue une pièce maîtresse dans le programme de développement de la montagne. Notre population peut à nouveau profiter des bienfaits de l'eau naturelle de la station thermoludique. Cette dernière reste mobilisée pour ouvrir de nouvelles activités commerciales liées à la santé, au bien-être doux et aux loisirs. Cependant, pour asseoir définitivement la notoriété et le rôle majeur de Ravenshaw dans notre archipel et plus largement dans toute la Caraïbe, nous devons engager un processus de confirmation scientifique des bienfaits de l'eau de Ravenshaw sur la santé. En effet, des récentes études scientifiques suggèrent que la thermothérapie via des bains chauds avec une eau naturellement chauffée par les sols volcaniques aurait des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire pour potentiellement prévenir et ou soigner les troubles cardiaques. La ville de Lamentin et l'Institut de cardiologie de Montréal souhaitent à ce titre collaborer à travers un programme de recherche sur 5 ans pour démontrer les bénéfices de l'eau de Ravenshaw sur la physiologie cardiovasculaire et l'impact de sa consommation sur la santé. Ce projet de recherche sera conduit par le laboratoire IRAM, dirigé par un jeune professeur de médecine lamantinois, Rodi IRAM, chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Le financement du projet sera assuré par le laboratoire IRAM, la commune de Lamentin, et des discussions seront engagées avec d'autres partenaires tels que l'Université des Antilles, CAPES Dolé, l'État et les collectivités majeures. Le coût annuel s'élève à 247 703 € sur 5 ans et comprend les postes de dépenses suivantes. Équipe de recherche, 55 664 €. Étudiants, 28 200 €. Consommables, 69 000 €. Non consommables, 16 600 €. Transfert de connaissances, 12 800 €. Contingence, 30 000 €. Consultant, 31 839 €. Autres dépenses, 3 600 €. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver ce projet d'envergure pour la commune. Je vous demande d'en délibérer. Mon cher collègue, avant d'ouvrir le débat là-dessus, je voulais juste vous dire qu'on devait avoir le docteur Rodi Iram avec nous en distanciel, mais nous sommes à la médiathèque. Le problème, c'est que nous avons une très mauvaise connexion Internet ici et ce n'était pas possible de pouvoir le faire ici à la médiathèque. Mais on vous promet effectivement pour l'ensemble du conseil municipal, c'est-à-dire les élus de la majorité comme les élus de la minorité, de pouvoir rencontrer le docteur Rodi Iram de façon à pouvoir discuter avec lui, échanger avec lui sur le process scientifique qui va être mis en place. Donc vous comprenez très bien que pour nous à Lamentin, c'est un honneur de pouvoir faire ça avec un Lamantinois qui a brillamment réussi à l'international. Voilà. Donc, y a-t-il des questions chez vous?
Il y a une partie qui n'a pas été lue. Donc, monsieur le DGS, pouvez-vous nous présenter la partie qui n'a pas été lue? On a lu la modification. Elle a été modifiée sur la modification. Désolée, j'ai eu le document modifié et la page n'y était pas. Donc je vais reprendre. Le projet sera réalisé en 2 volets. Le premier volet se déroule sur le terrain en collaboration avec la commune de Lamentin. 100 patients consentants inclus au projet présentant des troubles cardiaques et qui ont un traitement compatible à l'étude seront classés en 2 groupes de 50 patients chacun, l'un en thermothérapie intense par baignade à ravine chaude 3 fois par semaine et l'autre en restriction à la thermobaignade. Les paramètres de tension, rythme cardiaque, incidence des arythmies, poids, Doppler cardiaque seront prélevés en début d'étude à 4 semaines puis à 2 semaines dans les groupes. Le deuxième volet consistera à tester la consommation d'eau thermale de ravine chaude sur des rats Wistar, c'est la race de l'animal, mâles et femelles, qui seront également classés en 2 groupes. Un groupe contrôle boira de l'eau minérale normale pendant 30 jours et le deuxième, thermale hauteur ravine chaude, pendant 30 jours. Dans chaque groupe, une moitié de la cohorte recevra à J0 une chirurgie de ligature de l'artère coronarienne descendante gauche pour provoquer un infarctus du myocarde. 30 jours post-infarctus, les rats consommant l'eau normale seront comparés à ceux consommant l'eau thermale afin de déceler s'il existe un bénéfice sur les fonctions cardiaques et sur le microbiote. Les résultats attendus de cette étude sont primordiaux. Au regard des données scientifiques existantes sur le bénéfice de la thermothérapie et des saunas nord-européens sur la santé cardiaque, nous nous attendons à ce que chez les patients et chez les animaux, nous puissions pour la première fois au monde rapporter le rôle de l'eau de ravine chaude sur la physiologie cardiovasculaire. Nous pourrons ainsi déterminer la singularité de cette eau et apporter des réponses sur l'impact de sa consommation sur la santé du microbiote. Enfin, nous comprendrons si des eaux naturellement chauffées par le sous-sol volcanique apportent un meilleur bénéfice que des eaux artificiellement chauffées dans les stations nordiques. Le laboratoire IRAM conduira les travaux à l'Institut de cardiologie de Montréal qui possède les équipements pour réaliser les chirurgies cardiaques, les échocardiographies et les cartographies cardiaques, l'étude et la stimulation électrophysiologique, l'histoire et les analyses biochimiques. En parallèle, un étudiant-chercheur en doctorat ainsi qu'un infirmier ou infirmière seront recrutés pour le cadre du projet en Guadeloupe pour réaliser les prélèvements qui seront envoyés au Canada ou réalisés par un laboratoire local. Ce projet scientifique, à travers les travaux de recherche qui seront menés, permettra à notre commune d'être citée et présente dans les grands congrès scientifiques mondiaux sur les maladies cardiovasculaires. Il permettra ensuite de développer et de commercialiser des produits cosmétiques issus de l'eau de ravine chaude. Par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, le laboratoire IRAM propose d'accueillir un jeune Guadeloupéen titulaire de master pour la suite de ses études en doctorat à l'Université de Montréal, avec à l'appui le cofinancement d'une bourse doctorale pendant 2 ans.
Je crois que j'avais lu la suite. L'intégralité. Voilà. Merci. Y a-t-il des interrogations, des questions, collègues? Je sais que vous êtes déjà imprégnés du dossier, parce que c'est un dossier qui a beaucoup intéressé les collègues du conseil municipal qui ont voulu connaître et qui se sont déjà beaucoup intéressés à la question. Mais bon, s'il y a encore des questions, il y a... Pour apporter quelques éclairages supplémentaires. Donc tout ça pour vous dire que c'est une belle opportunité pour la commune de La Montagne, puisque nous connaissons déjà les vertus à travers la légende de Ravenshaw, mais à travers aussi un écrit réalisé par un scientifique, par un médecin, et ça depuis le début, la fin du 19e siècle. Mais aujourd'hui, il s'agit maintenant d'aller sur un autre volet. Un volet qu'on n'avait pas encore exploité par rapport à la méthode. Et là, avec un protocole scientifique beaucoup plus établi et qui nous permettra d'être cités au niveau international, dans les revues scientifiques spécialisées, dans les congrès internationaux, et qui nous permettra par la suite, si l'étude est concluante, d'avoir des produits de Ravenshaw destinés à ces patients, à ces publics concernés par les maladies cardiovasculaires. Là, il s'agit d'un segment, comme on dit en économie, un segment nouveau pour la commune de La Montagne, pour Ravenshaw, qu'on n'avait pas encore exploité. Ce sont les bienfaits de l'eau de Ravenshaw pour les maladies cardiovasculaires. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait de rhumatisme, de remise en forme, de bien-être. Et là, il s'agit de maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, notre fierté, c'est de faire ça avec, comme je l'ai dit, un professeur en médecine lamantinois qui a son propre laboratoire au Canada et qui va cofinancer le projet. Son laboratoire va financer le projet. Donc, il va falloir bien sûr que nous négocions avec lui la participation de la commune, puisque c'est un partenariat qui aura des conséquences commerciales par la suite, donc puisqu'il y aura des droits quant au résultat. Donc lui, il est prêt à partir sur un financement qui pourra aller au moins jusqu'à 60%, et peut-être même voir au-delà, ça dépend, mais nous appartient aussi de pouvoir participer à ce financement-là pour pouvoir bénéficier aussi des droits suite, bien sûr, aux produits qui seront réalisés, aux découvertes, aux publications qu'il y aura par rapport à ça, aux services, aux prestations qu'il y aura par la suite. Donc c'est un projet d'envergure, mais c'est un projet sur aussi 5 années, je vous dirais, puisque c'est un protocole scientifique qui oblige effectivement qu'il y ait un recul, un temps pour pouvoir mesurer, examiner avec différents publics, un public comme vous l'avez vu, constitué déjà d'animaux, et ensuite un autre public constitué bien sûr de, comme on dit, in vivo avec des êtres humains. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Ah, un sujet aussi important comme ça, je vous le dis quand même. Collègue José Toribio, tu as la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est un dossier très intéressant, mais qui pose malgré tout des questions de forme et de fond. Ou en tout cas qui appelle à des explications de forme et de fond. Alors, je vais faire plusieurs observations là-dessus. Premièrement, il faut malgré tout tenir compte de toutes les études qui ont été faites au préalable. Je crois que c'est un point important. Sauf à préciser, effectivement, que cette étude-là, concerne uniquement la cardiologie, donc va aller plus loin que ce que nous avons fait d'habitude. Parce que ça va être consacré par expérimentation de surcroît uniquement à la cardiologie.
Alors j'ai bien noté que le programme est un programme sur 5 ans. Alors, Monsieur le Président, j'ai recherché, je n'ai pas trouvé un diagramme, je n'ai pas trouvé l'Institut de cardiologie à Montréal. Ça existe très certainement. Je n'ai pas trouvé, peut-être que j'ai mal cherché. En tout cas, je souhaite qu'à l'appui de ce dossier-là, vous avez les preuves que M. Rosigram est professeur de médecine au Canada. Vous avez les preuves qu'il y a un institut de cardiologie. Ce sont des éléments qui auraient dû être aux mains de l'ensemble des conseillers municipaux. Qu'on puisse vous croire en toute bonne foi, oui, mais il y a des limites par rapport à ce dossier-là. Donc je demanderai que ces éléments soient communiqués au conseil municipal. En tout cas, nous allons nous prononcer sous réserve, effectivement, de l'obtention de ces preuves-là. Vous notez également, troisième considération, qu'un étudiant chercheur en doctorat et une infirmière seront recrutés. Donc je suppose que c'est pour 5 ans. La question qui est posée, avez-vous déjà dans votre portefeuille le nom de l'étudiant chercheur ou le nom de l'infirmier ou de l'infirmière? Si non, à partir de quelle méthode vous allez entamer la recherche de ces 2 personnes? Là-dessus, ça semble être important. Quatrième considération, je ne comprends pas le lien du développement et de commercialisation des produits cosmétiques avec la cardiologie. Je souhaiterais avoir l'information complémentaire. L'observation suivante, c'est que le laboratoire IRAM propose d'accueillir un jeune Guadeloupéen titulaire de master pour la poursuite de ses études en doctorat à l'Université de Montréal, avec à l'appui le cofinancement d'une bourse doctorale pendant 2 ans. Donc avec la certitude qu'il est, ce jeune étudiant, effectivement, toute chance de réussir sur 2 ans et qu'il n'ait pas à redoubler une année. Ce qui dans un cursus doit être toujours prévu. Cette considération amène 2 sous-questions. Qui va financer clairement, il faut que ce soit indiqué clairement, qui va financer l'autre partie du cofinancement? Deuxième sous-question, a-t-on vérifié les questions de problème d'équivalence de diplôme? Quelle est l'équivalence du doctorat en la matière au Canada par rapport au système français ou plus généralement par rapport au système européen? Parce que j'ai bien noté, j'ai lu quelque part qu'on peut être médecin en 3 ans au Canada, et je sais que la cardiologie en France, pour moi, consacrer 8 à 10 ans pour avoir un diplôme de cardiologie. Donc je souhaiterais qu'il y ait des éléments probants sur les équivalences de diplômes. Et qu'on ne puisse pas entraîner un jeune sur une piste finalement qui devra poursuivre ailleurs et coûtera beaucoup plus cher. Alors le total, dernière considération, avant-dernière considération, puisque dans vos propos vous avez soulevé l'une qui est extrêmement importante, avant-dernière considération, c'est que vous nous indiquez que le coût total s'élève à 247 703 €. Avec un listing de dépenses, l'équipe de recherche 55 664 €, l'étudiant 28 200 €. Alors, c'est pour 1 an, c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans, c'est pour 4 ans, c'est pour 5 ans, quelle est la durée? Le non consommable 16 600 €, c'est pour quelle durée? Qu'appelez-vous le transfert de connaissances que vous évaluez à 12 800 €? Quelle est votre méthode de calcul de ce transfert de connaissances, ou en tout cas d'évaluation de la connaissance elle-même?
Qui a procédé à cette évaluation? Scientifiquement? Qu'appelez-vous contingence pour 30 000 euros de consultant? C'est clair, 31 839 euros pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans. Là aussi, les autres dépenses, 3 600 euros. Ça, nous avons l'habitude de ces choses-là. Donc, le manque que nous avons ici, nous n'avons pas un véritable plan de financement. C'est un programme de 5 ans. Nous aurions dû avoir un plan de financement sur 5 ans, année 1, année 2, année 3, année 4, et le plan de financement total. Nous ne l'avons pas. Donc, vous nous demandez de délibérer financièrement sur des clauses qui n'est pas très claires. Je souhaiterais donc que, Monsieur le Président, que nous puissions avoir ce plan de financement pour valablement délibérer. Dernière observation, ça vient de votre intervention de présentation d'il y a quelques instants. Vous avez spécifié qu'il y a des droits qui vont être mis en jeu. Comment peut-on voter cette délibération si on ne prévoit pas par avance quels sont les droits qui seront présentés en fonction des résultats de l'étude sur 5 ans? Autrement dit, nous risquons de nous trouver dans l'impasse où nous finançons sur 5 ans une opération d'étude sur le territoire communal, spécifiquement sur la Mitchell, et au bout du compte, parce qu'on n'a pas réglé préalablement les questions de droit, on risque de se trouver une impasse et les résultats de la recherche peuvent ne pas être communiqués à la ville du Lamentin de ce fait. Et donc notre financement n'aurait servi à rien. Et donc, ne mettons pas la charrue après les bœufs, la charrue avant les bœufs. Essayons de travailler sur les questions de droit. Alors, bien entendu, ça n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'un dossier extrêmement important, extrêmement intéressant, et qu'il faut lui en donner une suite. Mais là, très franchement, nous souhaiterons avoir vos informations complémentaires pour délibérer valablement sur cette question. Merci de votre attention. Merci, collègue. Donc, je vais répondre à vos différentes questions. La première question, vous dites qu'il faudra prendre en compte effectivement les études qui ont été faites sur Ravensshot et autres. Tout ce qui a été écrit sur Ravensshot, tout ce qui a été dit sur Ravensshot, bien sûr, sera repris. Mais ce sera repris dans un préambule pour expliquer le contexte. Mais cette étude-là va peser uniquement sur ce qui sera fait dans le cadre du process mis en place par le laboratoire IRAM. Je suis quand même étonné, M. que vous ne connaissez pas M. Odi IRAM, fin connaisseur de la population lavantinoise comme vous, et je sais que vous connaissez bien la population de Lamantin, vous connaissez bien la famille IRAM. Vous n'aviez même pas besoin d'aller sur Internet pour trouver Odi IRAM, il suffisait d'interroger les IRAM de Lamantin, vous aurez dit qui est Odi IRAM. Et puis si vous êtes allé sur Internet, vous n'avez pas bien cherché. Parce qu'en un clic, là, quand vous avez dit ça, j'ai trouvé. Pardon? Donc vous avez mal cherché alors, ou vous n'avez pas cherché. Oui, parce qu'en un clic, je l'ai trouvé. Je peux vous donner son adresse. D'accord? Institut de cardiologie de Montréal, 5000 rue Bélanger, Est, Montréal, avec adresse précise, etc. Et c'est le professeur Odi IRAM. Et on vous dit effectivement toutes les études qui sont réalisées par le professeur Odi IRAM en termes de cardiologie, etc. Donc, oui, il existe, c'est pas un fantôme. On ne l'a pas inventé, il existe bien, Odi IRAM. Ensuite, toutes les questions que vous avez posées,
sur les coûts, ce sont effectivement des chiffres qui nous ont été communiqués par le professeur Rodi Ram et qui sont des chiffres indicatifs pour le moment. Pour nous donner une idée de ce que c'est. On n'a pas encore voté le plan de financement, on va voter le plan de financement. Vous savez très bien que ça, ce n'est pas un plan de financement, c'est juste une présentation pour partir dans un projet, pour lancer un projet, pour autoriser le maire à commencer à discuter et à préparer les choses avec le laboratoire Rodi Ram. Toutes les questions que vous avez posées là, ce sont des questions qui vont être débattues, ce sont des questions importantes, là, qui vont être débattues, qui vont être examinées, qui vont être négociées avec le laboratoire Rodi Ram, tout comme on l'a fait avec CAPES. Avant d'arriver à la mise en bouteille de l'eau de Ravine Chaude avec CAPES, nous sommes passés par toutes ces étapes-là. Une première étape qui était juste une délibération qui permettait au maire d'entrer en contact avec CAPES et de commencer à discuter avec CAPES. Après, il y a eu plusieurs délibérations pour fixer effectivement le loyer que va payer CAPES. Ensuite, d'autres délibérations sur la convention qu'on signe avec CAPES, sur les royalties qui seront versées à la commune de Lamentin. Ça a pris 2 ans. Pour mettre l'eau de bouteille à Ravine Chaude, ça a pris 2 ans de négociation avec CAPES et 2 ans où nous sommes revenus régulièrement devant le conseil municipal pour finir le dossier. Donc un dossier comme celui-là, c'est un dossier qui se travaille en plusieurs étapes. Donc la prochaine étape, après ce vote d'aujourd'hui, c'est une rencontre du conseil municipal. Et quand je dis du conseil municipal, vous y serez invités aussi avec le professeur Rodi Ram qui lui-même va vous expliquer. Il pourra le voir. Non, il ne sera pas en présentiel, il sera en distanciel, mais vous pourrez lui poser des questions sur les finances que vous avez posées, sur le montage financier, sur la participation financière de son laboratoire, sur effectivement, après la convention commerciale qu'il pourrait avoir, sur les produits cosmétiques qu'on pourrait réaliser au cas où l'étude serait, je pourrais dire, concluante et favorable. Et on l'espère tous. Ce qui nous fait croire qu'on a beaucoup de chances d'avoir une étude favorable, c'est qu'il n'invente rien en termes de procédés utilisés en matière de thérapie cardiovasculaire. Ça existe déjà avec d'autres eaux qui sont des eaux chaudes, mais qui ne sont pas forcément des eaux chaudes qui proviennent, qui ont le caractère volcanique. Voilà, c'est ceux qui ont le caractère volcanique. Et lui, il pense qu'une eau chaude qui réussit déjà à avoir des vertus thérapeutiques, c'est une bonne indication par rapport à une eau qui en plus elle est chaude, mais est d'origine volcanique. Donc, lui, il dit, je pense qu'il y a un potentiel à Ravine Chaude. Mais pour valider ce potentiel-là, il y a tout un protocole scientifique qui est lourd et qui est long. Donc, on entre dans ce potentiel-là, dans ce protocole-là. Et je peux dire que c'est une chance terrible pour Lamentin de pouvoir offrir ça à la Guadeloupe aussi. Ça veut dire qu'on aurait aujourd'hui, comme je dis, un segment supplémentaire. C'est-à-dire tout ce qu'on connaît déjà sur les valeurs de Ravine Chaude, ce serait un plus par rapport à cela. Donc tout ce qui avait déjà été dit sur Ravine Chaude, tout ce qui avait déjà été écrit sur Ravine Chaude par des scientifiques, eh bien, sera d'autant plus valorisé parce qu'on va démontrer que Ravine Chaude a d'autres vertus en plus de ce qu'on connaissait déjà. Donc en fait, ce plus-là va aussi booster ce qu'on connaissait déjà. Et ce qui peut-être peut nous pousser à aller encore plus loin dans les études pour ce qu'on savait de Ravine Chaude. Voilà. Donc c'est un bon projet. C'est un projet, bien sûr, qui est mené par un professionnel. Je comprends toutes les questions qui sont posées aussi là par rapport aussi pour l'étudiant qui sera en master. Alors l'infirmier, c'est pas nous. Nous ne recrutons pas. Nous ne recrutons ni infirmiers, nous ne recrutons ni étudiants, rien du tout. Nous n'avons pas de compétences à ce niveau-là. Tout le protocole en matière de recrutement, de mise en œuvre de l'étude, c'est bien sûr le laboratoire qui va faire tout cela. Nous ne serons que, je pourrais dire,
maître d'ouvrage ou peut-être associé à une maîtrise d'ouvrage ou peut-être collaborateur. Je ne sais pas, il faudra voir le montage financier et le montage juridique. Mais en tout cas, aujourd'hui, il s'agit de lancer l'opération pour discuter sur tout cela. Et puis, si aussi on se rend compte qu'il y a une matière à se faire accompagner, il va se faire par un cabinet d'experts juridiques ou autres dans cette affaire-là, puisque ça devient compliqué et complexe, on sait le faire aussi. On le fera. Tout comme on l'a fait pour CAPES, où on a été accompagné par une expertise juridique et par une expertise financière. Donc, je pense que de toutes les façons, il arrivera un moment dans cette affaire-là où on sera accompagné par une expertise financière, par une expertise juridique. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, collègue Toribio. J'entends bien vos réponses. Vous me dites exactement ceci. Il faut démarrer le dossier. Et pour le moment, ce n'est uniquement qu'au plan administratif. Le plan de financement sera présenté ultérieurement. Je ne dirais même pas que c'est au plan administratif. C'est aujourd'hui, on démarre un dossier en termes de prise de contact, de discussion, de négociation, et le plan administratif, on fait quand même après. Que le plan de financement, vous allez présenter après. Oui. Que certains nombre de questions pourront être posées à M. Hiram, oui, en distanciel. Le problème que je pourrais lui poser des questions financières, c'est non, je ne lui poserai pas de questions financières. La seule personne à qui je peux poser des questions financières, c'est vous. Parce que les finances. C'est votre choix, comme vous voulez. Non, c'est pas mon choix. Qui pourront lui poser des questions financières. Non, c'est pas mon choix. Il s'agit des finances communales que vous allez mettre dedans. C'est là-dessus que je peux demander des explications. Je n'ai pas d'explication à demander sur les finances du laboratoire. C'est son affaire. Il en fait sans problème. C'est votre vision. C'est les finances communales. Non, c'est pas. C'est la mienne. Et j'entends bien que vous dites même pas les formalités administratives. Moi, je suis prêt à voter une délibération. On vous donne le pouvoir de signer tout acte de nature administrative et juridique pour ce faire. Ça ne pose aucun problème. Mais comme vous le dites, il ne s'agit pas de finances, il faudra enlever cette question financière de la délibération. Or, dans le texte de la délibération... Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la délibération. Et dans la délibération, elle n'est pas dans la délibération. Accomplir toute formalité administrative et financière. C'est marqué. Je ne sais pas qui me dit que ce n'est pas marqué, il a mal lu. Parce qu'il a dû rédiger lui-même. C'est marqué, effectivement, formalité administrative et financière. Oui, mais sauf qu'on n'a pas encore délibéré sur le niveau financier. Alors, enlevons financier et donnez-vous la possibilité d'agir pour signer toutes les formalités administratives et juridiques, je crois. Non, il faut garder financier. Vous savez pourquoi? Il se pourrait qu'on soit juste obligé. Attendez, je vous dis. Le plan de financement. Non, il se pourrait qu'on soit juste obligé de prendre la tâche, par exemple, d'un avocat ou de prendre la tâche de médecin ici, qui soit un cardiologue ou autre, parce qu'à un certain moment dans la discussion, on se rend compte qu'on a besoin de prendre l'éclairage et d'une expertise. Ça peut être un montant qui n'est pas un montant important, mais si je n'ai pas cette possibilité-là, je ne peux pas le faire. Donc ça peut être un montant de 500 €, ça peut être un montant de 5 000 €, etc. Mais dans le cadre de ce projet-là, voilà. Par contre, on n'est pas dans le plan de financement du projet, c'est pas pareil. Ça, vous pouvez le faire. Sans maître financier ici, vous pouvez le faire. Vous consultez un avocat, vous avez l'article de délégation du pouvoir du conseil municipal, vous pouvez parfaitement payer un avocat pour les affaires de gestion courante de la mairie, point. Vous savez, les temps ont changé, M. Toribio. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une délibération. Je vous dis, quand ça va arriver, chez le comptable public, il ne va pas payer.
Croyez-moi bien. Ça a évolué entre-temps. Hein? Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas c'est ça, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. S'il n'y a pas de question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez. Explication de vote. Nous nous abstenons parce que nous demandons des informations que nous n'avons pas. Très bien, on a compris. Je ne vais pas faire de commentaires sur votre abstention. Donc, vous vous êtes abstenu, c'est votre droit. Donc, le projet suit son cours. Prochaine étape. Et c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir le professeur Igram avec nous ce soir. C'est juste pour des raisons techniques, lui il était prêt. Si on était dans d'autres conditions, on aurait pu l'avoir, mais bon. Mais ça va se faire. Il y a même pas de décalage. Oui, exactement. Ça va se faire. Le point suivant. Le point 5. Masterclass graffeur. Bruno Félicien. Merci, Président. Depuis les années 60, l'art urbain est de plus en plus répandu dans les lieux publics. On t'entend pas. Regarde si la prochaine. Il y a juste le poids. Au fil du temps, il s'est démocratisé et a permis d'attirer un plus large public. De nombreux graffeurs ont pu par cet art acquérir une certaine renommée dans le domaine de l'art. C'est la raison pour laquelle la ville de Lamentin a décidé de mettre en valeur ce mouvement artistique par le biais d'une masterclass graffeur en partenariat avec l'association Tout est possible, présidée par l'artiste local Dali. Ainsi, la commune de Lamentin souhaite accompagner 8 jeunes et femmes demandeurs d'emploi résidant à Lamentin âgés au moins de 18 ans pour la réalisation d'une fresque murale. Dans l'optique d'embellir l'entrée du bourg et d'illustrer l'histoire du nom de la commune, la fresque murale sera sur le thème des Lamentins dans leur milieu naturel. Cette opération sera réalisée sur une période de 56 heures, soit 8 jours. La date de démarrage reste à déterminer. Les objectifs de ce projet sont de permettre aux participants de découvrir différentes disciplines autour de la peinture décorative et des arts graphiques et de réaliser un projet commun, de proposer dès l'entrée du bourg une œuvre artistique. Le budget prévisionnel est le suivant. Coordination, gestion de projet, intervention, directeur artistique et autres, 2 000 €. Encadrement, centre de formation, 1 520 €. Encadrement, création, 1 750 €. Matériel et fournitures divers, 722,58 €. Récompense aux participants, 800 €. Collation pour cérémonie d'inauguration, 300 €, soit un montant total de 7 092,58 €. Le plan de financement est le suivant. La DAC prend en charge 80%, soit 5 674,06 €. La ville 20%, 1 418,52 €, soit un total de 7 092,58 €. Je vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Donc, c'est un projet qui n'est pas nouveau, qui avait déjà démarré en chantier école, mais qui s'était arrêté parce que les cofinanceurs, à un certain moment, ont arrêté de payer les jeunes qui étaient en stage. Et donc, nous avons
dû arrêter, le chantier école s'est arrêté. Et là, on reprend ce chantier école parce qu'il s'agit pour nous de poursuivre cette action, qui est une bonne action pour la ville de Lamentin. Il y a 3 lieux comme ça que nous devons valoriser. Mais nous ne valorisons pas que les lieux. Nous valorisons aussi les jeunes lamantinois. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont passer devant ces fresques-là, ils auront la fierté de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Ils auront la fierté de le dire à leurs enfants, à leurs parents, à leurs voisins. Et nous-mêmes, à chaque fois que nous allons passer devant, nous aurons la fierté de dire c'est réalisé par des jeunes lamantinois. Et des jeunes lamantinois qui sont dans un parcours professionnel. Donc des jeunes lamantinois qui, grâce à ces chantiers-là, dont le chantier de Lamentin, pourront avoir, bien sûr, un diplôme et pourront peut-être, et je le souhaite, demain, gagner leur vie avec ça. Voilà. Y a-t-il des questions, collègues? Oui, M. Toribio. Merci, Monsieur le Président. Je suis satisfait qu'il y ait place pour la création. La question est, vous avez indiqué dans votre propos liminaire, il y a 3 lieux qui sont visés, donc je souhaiterais savoir quels sont ces lieux, effectivement. Est-ce qu'il s'agit des entrées de ville ou des entrées de la commune de Lamentin? Il y a 5 entrées pour Lamentin. Donc, pour le moment, il y en a 3 qui sont obtenus. Donc, les lieux que vous avez en tête. Deuxièmement, sur le budget, je vois qu'il y a une cérémonie d'inauguration et vous n'avez pas prévu la cérémonie de réception des travaux. Oui, donc on a dit qu'il y a 3 lieux, mais la délibération d'aujourd'hui, c'est pour un seul lieu. Le projet initial était sur 3 lieux. Aujourd'hui, on a un financement qui nous permet de réaliser un lieu et on est en train de travailler pour poursuivre sur ces projets chantier école, sachant qu'il nous restera encore au moins 2 sites à pouvoir réaliser dans le cadre de ce qui est déjà programmé. Ce qui veut dire qu'on a déjà une programmation, mais ça n'empêche pas que dans l'avenir encore, qu'il y ait d'autres programmations sur d'autres lieux, d'autres choses. D'accord? Là, j'ai fait le lien avec une programmation qui existait déjà. Donc, le collègue Bruno Félician va vous expliquer le lieu exact qui a été retenu. C'est le mur qui se trouve à l'entrée du bourg, juste en face du marché, après le mur à côté de la mission locale. C'est ce mur-là, ce pan de mur-là qui va être graphié. Oui, collègue. Oui. Merci de votre précision, Président. Il ne s'agit pas de 3 lieux, mais d'un seul pour le moment. Pour le moment, oui. Le programme initial, c'était 3 lieux, mais pour aujourd'hui, là, la délibération d'aujourd'hui, c'est le seul. Ça va durer combien de temps pour celui-là? C'est marqué 8 jours. C'est porté dans la... C'est dans la présentation, je crois que c'est... 56 heures dans 8 jours. 8 jours, 56 heures. Donc l'encadrement à ce moment-là, pour le centre de formation, 1520 € pour 8 jours. Mais alors, je Oui. Il n'y a pas un seul jeune, il y a plusieurs jeunes. Et il y a un formateur. Un formateur, c'est quand même payé cher le formateur. Oh, 1500 €. 1500 €. On n'est pas autrefois. Non, monsieur, vous n'êtes pas au point des prix du marché. Oh. Écoutez, s'il a 4 chantiers, il s'en sort à 6 000 €. Ben, ça c'est bien pour lui. C'est bien. Si. Mais il n'a pas. C'est une prestation artistique d'un formateur qui est aussi un artiste. C'est de l'art.
C'est de là. Monsieur Toribio, c'est ça, vous avez fréquenté suffisamment les milieux artistiques. Vous savez, un artiste, 2 heures, il peut vous coûter 2 000 euros. Vous savez, non, vous avez beaucoup payé d'artistes quand vous étiez père. On connaît les tarifs que vous avez pratiqués à l'époque. Ça n'a rien à voir. C'est même peu. Un artiste, pour moi, dans des artistes qui vous coûtent 3 000 euros, 4 000 euros pour une heure. 3 500 euros, 1 heure. Oui. Il est beau. Je trouve que c'est même pas très cher payé. C'est pas assez, on va lui donner un petit peu plus. Et le dossier est financé à 80%. C'est pas assez. Moi j'allais dire même. Non, on passe au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Pourquoi tu le permets, toi? Adopté donc à l'unanimité. Merci beaucoup. Pour la ville de Lamentin, merci pour la jeunesse lamantinoise. Le point numéro 6, création d'un emploi non permanent et autorisation de recrutement d'un agent contractuel sous cet emploi dans le cadre d'un contrat de projet pour mener à bien le projet numérique de la collectivité dans le cadre du déploiement des conseillers numériques sur le territoire. Lucien Bozon, vous avez la parole. Merci Président, bonsoir à tous. Internet ne cesse de révolutionner notre quotidien. Il prend une place croissante dans nos vies, réinvente le lieu social tout en réduisant les distances. Cet outil génère de nouvelles manières de travailler ou d'accéder à des services tout en consommant différemment. Pourtant, aujourd'hui, 13 millions de Français se disent en difficulté avec le numérique et près de la moitié n'a pas accès à une connexion performante. La révolution numérique, donc, dont le gouvernement entend faire bénéficier l'ensemble des citoyens, s'appuie sur des infrastructures numériques de pointe qui doivent être déployées sur tout le territoire. Est source d'opportunités en matière d'emploi, d'éducation, de lien social et de pouvoir d'achat. Offre un moyen inédit de repenser l'action publique en la plaçant au plus près des citoyens. Les principales actions de ce plan sont garantir à tous les citoyens une connexion Internet de qualité, déployer de nouvelles installations pour couvrir les zones où on ne capte pas, généraliser la couverture mobile 4G et offrir l'accès au très haut débit pour tous, favoriser l'apprentissage numérique, développer les usages offerts par le numérique. Financé par l'État à hauteur de 250 millions d'euros, l'un des objectifs de ce plan d'accompagnement est de recruter 4000 conseillers numériques dont le rôle est d'accompagner les usagers en difficulté pour utiliser Internet dans les activités quotidiennes. À ce titre, le conseiller propose gratuitement des ateliers d'initiation au numérique ouverts à tous, des performances et de mini-formations dans des lieux proches de la population. Ces emplois concernent la collectivité territoriale et les associations locales, c'est-à-dire mairies, bibliothèques, guichets, France Service, maisons de retraite, EHPAD, centres d'action sociale. La formation et le déploiement des conseillers numériques sont pris en charge par l'État pendant 2 ans. La commune de Lamentin sera accompagnée à hauteur de 70 000 euros sur 2 ans, soit 35 000 euros par an dans le cadre du recrutement d'un conseiller numérique au sein des effectifs. Ce conseiller numérique sera recruté sur la base d'un contrat de projet. Pour rappel, le contrat de projet est destiné à permettre à l'employeur de mener à bien un projet ou une opération identifiée et prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il est conclu pour une durée minimale d'1 an et une durée maximale fixée par les parties
dans la limite des 6 ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Le niveau de rémunération perçu est fixé par l'employeur public. Celui-ci tient compte de plusieurs éléments: la nature du projet, la fonction occupée, la qualité requise ou possédée par le signataire du CDD. Elle pourra aussi être réévaluée au cours de contrat lors des entretiens annuels professionnels d'évaluation prévus pour les agents publics contractuels. Il s'agit donc de recruter ce conseiller numérique, d'approuver la création d'un emploi non permanent assimilable à un grade de catégorie C, adjoint administratif, en raison des attentes sur le poste. Les missions seront exercées sur une durée maximum de 2 ans, 24 mois. Cet emploi non permanent aura pour fondement juridique l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et sera donc conclu par le biais d'un contrat de projet. Sa rémunération sera basée sur la grille indiciaire du cadre d'emploi des agents administratifs. Le maire rappelle au conseil municipal qu'en application de l'article 34 de la loi numéro 84-53 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Le maire informe le conseil municipal que, compte tenu du projet à mener, il y a lieu de renforcer le tableau des effectifs par la création de postes. Le contractuel, au nombre de 1, poste de conseiller numérique France Service, type de recrutement contrat de projet, durée de la mission CDD de 2 ans, 24 mois, niveau de recrutement, le conseiller numérique France Service sera avant tout sélectionné sur une motivation. Jeune entrant sur le marché du travail, ancien service civique, médiateur, professionnel de l'inclusion ou salariés en reconversion peuvent tous postuler. Rémunération, par référence en cadre d'emploi, les agents administratifs territoriaux. Alors, indice brut 401, majoré 363, majoration de traitement de 40%. Nature de la mission. Le conseiller numérique France Service a pour mission de sensibiliser aux enjeux numériques et favoriser des usages citoyens et critiques, lutte contre la fausse information, en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux, usage numérique des enfants, adolescents, mécanismes excessifs ou additifs liés au numérique, etc. Soutenir le français dans leur usage quotidien du numérique, découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique, envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et gestion. Découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques, du style Skype, WhatsApp, etc. Acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. Accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne, trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfant, etc. Le conseil municipal, vu la loi 83, numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifié portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi numéro 84-53 du 26 juillet 1984, du 26 janvier 1984, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment dans son article 3-2, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifié. Je suis dans la délibération. Là, c'est parce que, je m'excuse parce que je n'ai pas vu la partie où le maire demande à délibérer. Voilà, c'est pour ça que j'ai continué. En tout cas, à travers l'ensemble d'explications données actuellement, le maire demande à délibérer.
Merci collègues. Donc vous avez tous compris que c'est un poste aujourd'hui qui est important puisque nous sommes à l'ère du numérique et il y a des populations aujourd'hui qui ne sont pas formées à l'utilisation du numérique et même ceux qui sont formés à l'utilisation du numérique ne sont pas formés à une bonne utilisation du numérique. Et je dis bien aujourd'hui une bonne utilisation du numérique. Pourquoi? Parce que d'ailleurs depuis quelque temps, ce n'est pas la crise que nous avons vécue là seulement, depuis quelque temps, il y a toute une campagne qui a été lancée, il y a même des entreprises aujourd'hui qui font un travail et qui sont devenus des professionnels sur ça, sur comment utiliser le numérique, bien utiliser le numérique et comment utiliser les réseaux sociaux et bien utiliser les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de personnes sont des victimes des réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Et chose qui va vous surprendre, ce sont des fois des gens fortement, des fois même diplômés ou autres, qui sont victimes d'arnaques sur les réseaux sociaux. Et qui se laissent prendre par des arnaques sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux, bien utiliser les réseaux sociaux. Donc, il y a ce risque d'arnaque. Et puis, il y a un autre risque pour les jeunes. L'utilisation des réseaux sociaux. C'est qu'il y a des jeunes qui se livrent sur les réseaux sociaux, des fois de manière spontanée, mais qui oublient que rien ne s'efface sur les réseaux sociaux. Et que ça reste gravé là pendant à vie. Et ils ne mesurent pas effectivement les conséquences que cela pourrait avoir après. Je connais un jeune dans une famille qui a vécu un drame avec ça, un drame familial. Donc on a beaucoup de cas comme ça. Donc en fait, il y a l'utilisation des pratiques des réseaux sociaux, l'utilisation pratique d'Internet, du numérique. Donc il va falloir former sur ça, mais la personne qu'on va prendre doit être une pointure à ce niveau-là. Et c'est pour cela que nous allons sélectionner cette personne-là avec, je pourrais dire, beaucoup de critères. Les critères que tu as dit là, ce sont des critères importants. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va montrer comment envoyer un mail, hein, c'est pas ça. Hein. C'est quelqu'un qui a une formation même sur le numérique, c'est comment utiliser le numérique, mais surtout comment bien utiliser le numérique avec les risques, mais aussi les bienfaits du numérique. Ça peut être aussi montrer à un jeune comment valoriser son activité s'il est un artisan grâce au numérique. Il faut voir le numérique comme étant à la fois une opportunité et un danger. Et savoir l'utiliser comme une opportunité et éviter les dangers. Donc, ce n'est pas quelqu'un comme ça qu'on va choisir, il faut un profil bien particulier. Donc, c'est pour cela qu'il y a l'offre est lancée sur un portail, c'est bien ça, monsieur le DGS, que l'État a mis à disposition dans le cadre de ce dispositif-là, et que nous attendons les candidatures, nous allons retenir les candidats et nous allons retenir le meilleur profil qu'il y a pour un poste comme celui. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe à la délibération. Collecte au bureau. Merci, Monsieur le Président. Là encore, c'est un dossier important qui mériterait un débat plus profond et plus longtemps, certainement, notamment sur la première page, préciser les objectifs, mais on n'a pas le temps pour ce faire. Il y a des considérations que je fais en général, puis après on entrer dans le détail.
La première, c'est à propos des 4000 conseillers numériques dont ils doivent être recrutés. Et ça, c'est l'objectif qu'a fixé l'État. Avez-vous une répartition du nombre des 4000 conseillers, grosso modo, par département? Est-ce que c'est la population qui fait le nombre de conseillers numériques, ou est-ce que c'est le désert de connaissances numériques qui crée le nombre par département? C'est bien ça. Bon, mathématiquement, 100 départements, on va en avoir 40. Alors, s'il y en a un par commune en Guadeloupe, 32, il en manque 8. Déjà. Et en même temps, on peut dire que les villes sont déjà plus outillées que les campagnes. Donc, on devrait renforcer les campagnes davantage que les villes. Donc, ça, c'est le débat général qu'on peut avoir d'autres temps. Sur, plus précisément, cette affaire. Nous serons accompagnés à hauteur de 70 000 € sur 2 ans, dans le cadre du recrutement d'un conseiller numérique au sein des effectifs. Bon, ça donne 916,66 € en brut. Donc on suppose par les 40% grosso modo, ça donne à 2300 € par mois. Est-ce que ça correspond à la haute pointure que vous souhaitez avoir? C'est tel salaire. C'est à voir, c'est étudié. Deuxièmement, ce contrat de projet est conclu pour une durée minimale d'1 an et pour un projet maximal de 6 ans. Le contrat de projet qui est proposé par l'État. La question est le temps de source. Après les 2 ans que nous avons, que va-t-il se passer pour la vente? Est-ce qu'on lui dit au revoir, monsieur le conseiller numérique, il est bien travaillé, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Et alors à ce moment-là, après les 2 ans, quid du financement? Ça va être une charge supplémentaire pour la commune. Donc, nous attendons des informations pour que nous soyons éclairés là-dessus. Moi, je suis en accord avec le fait qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait la pointure. C'est pour ça que la présentation du niveau de recrutement m'a relativement choqué lorsqu'il est dit que le Conseil numérique France Service sera avant tout sélectionné sur la motivation. Et donc, il n'est pas question de son niveau de formation. Il n'est pas étalé ici. Alors, vous dites, vous rassurez que cela est quelqu'un de pointu, et c'est bien normal, puisqu'en fait, il y a des compétences pédagogiques que l'intéressé doit avoir. Aller devant des jeunes ou des moins jeunes ou des personnes âgées pour expliquer le numérique, l'utilisation du numérique, des réseaux sociaux, etc., ça demande des capacités pédagogiques et même ça demande à l'intéressé d'avoir lui-même subi une formation de formateur. Donc je rejoins totalement là-dessus l'opinion sur laquelle il faut que ce soit quelqu'un qui ait de la pointure. Enfin, dans l'intitulé de la mission, on sent qu'il faut de la pointure. Le premier paragraphe sensibiliser aux enjeux du numérique, et le second aussi. Sauf que sur le second, vous me permettrez, avec l'ironie, de dire que je ne soutiens pas les Français et les Françaises. Moi. Je préférerais qu'on mette qu'on soutienne la Montimois et la Montimoise. Non, vous avez bien dit, non, on ne va pas refaire le débat, puisque vous dites déjà que vous soutenez effectivement ce que je viens de dire, et je comprends effectivement, c'est vrai, la difficulté qu'il pourrait avoir de recruter une pointure face à la rémunération qu'on propose. Ceci dit, ce qui est écrit là, c'est la participation de l'État. Ce qui veut dire que M. DGS, si je ne me trompe pas, après il peut avoir une participation de la ville aussi, selon la négociation, selon les diplômes de la personne, selon ses prétentions salariales. Et voilà, donc il
il y a à voir. Donc, c'est sûr qu'un recrutement comme celui-là, on ne doit pas le louper. On ne doit pas le louper, puisque l'enjeu est important pour la commune. Mais quand je dis la commune, pour nos administrés. Parce que faire de la politique, ce n'est pas seulement construire des routes, c'est important de construire des routes. Ce n'est pas seulement construire des routes, ce n'est pas seulement construire des bâtiments, c'est aussi élever le niveau des gens, le niveau de confiance, de compétence, élever la conscience, mais c'est aussi accompagner les gens face à l'évolution de la société, à l'évolution de la vie, etc. Donc, et ça, c'est aussi notre mission. Là, accompagner les gens dans le cadre du développement du numérique, c'est important. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit là-dedans, mais que forcément on sera obligé de faire. Est-ce qu'une seule personne sera en capacité de réussir seule cette mission-là? Donc il faut voir notre capacité, nous, dans la ville, à pouvoir aussi mobiliser des agents municipaux que nous avons déjà, qui travaillent dans le secteur du numérique, voir comment modifier leur mission, comment renforcer cette personne avec notre service de communication qui travaille aussi sur le numérique, comment faire en sorte que nous ayons une vraie équipe mobilisée sur cela et que nous ayons un vrai projet administratif là-dessus, monsieur le DGS. C'est-à-dire avoir une pointure comme celle-là, on ne peut pas lâcher une pointure comme ça seule au niveau de la commune de Lamentin sans qu'il y ait bien sûr une organisation des services, sans qu'il y ait un projet administratif qui accompagne tout cela. Donc pour l'instant il s'agit juste de partir sur le recrutement, mais il faut construire tout cela. C'est un sujet sur lequel j'ai sensibilisé déjà le DGS et avec bien sûr le premier adjoint qui est chargé de l'administration, qui est chargé de la mise en place des services, etc. Et moi-même et l'ensemble de l'encadrement et les autres élus chargés du numérique, chargés de la vie associative, chargés effectivement de la communication, chargés de la cohésion sociale et tout le reste, nous allons travailler sur le projet pour voir comment on va construire la mission de cette personne-là et le déploiement de cette personne-là sur le territoire de Lamentin, sur le véritable projet qui soit un projet aussi de politique publique. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, monsieur le DGS? Très bien. Oui. Juste une question. On vous attend. Je sais que l'État est en train de développer des maisons France Service. Notamment à Moule, à Pointe-à-Pitre, je crois qu'il y a d'autres projets en cours. Ma question, est-ce qu'il ne serait pas bon que pour le secteur, on n'essaie pas aussi d'avoir une maison France Service dans le secteur? C'était ma question. Alors, pour vous répondre, il y a un projet France Service qui est en train de se monter. Ce ne sera pas une maison France Service, puisque nous allons partir dans la conception mobile. Donc, c'est le même projet, sauf que soit vous faites une maison France Service, soit vous faites un service ou un projet France Service mobile. Donc, le projet est actuellement déjà écrit. Et il passera très prochainement en conseil municipal. Il passe en conseil municipal, monsieur le DGS? Je n'ai pas entendu. Voilà. Donc le projet est rédigé, il passera très prochainement en conseil municipal. Mais ça va avec le projet France Service. Ça va avec un autre projet aussi. Je laisserai la parole à Christian Citadel qui va vous parler de ce projet-là. On ne pourra pas trop le détailler parce que j'ai cru comprendre que pour l'instant, il ne faut pas aller dans les détails puisqu'on n'a pas encore les détails. Mais le projet est en réflexion actuellement. Donc, au lieu de dire des choses
qui ne sont pas vraies. On n'ira pas dans les détails parce qu'on reviendra au conseil municipal pour vous dire les choses dans le détail, mais il y a le projet France Service, mais il y a aussi un autre projet que le collègue Christian Citadel va vous présenter. Et tous ces projets-là se maillent bien et viendront devant le conseil municipal. Merci. Nous sommes effectivement en train de travailler très sérieusement avec la CAF sur le contrat territorial global qui permettra de développer une vraie vie sociale sur le territoire de la montagne. Donc, tous ces projets où ils se rejoignent, puisqu'il faut sur le territoire que le côté social puisse vivre, comme je dis, à travers qu'on puisse vraiment transmettre au sein de la population toutes les actions sociales, mais qu'on puisse développer aussi des actions qui viendront de la part de la population, des associations. Et il y a un mot que j'aime bien et que nous avons oublié dans notre culture, c'est le voisinage. Et il faut qu'on puisse faire vivre réellement ce voisinage à travers tous les projets que nous allons mettre en œuvre sur le territoire. Donc, ce contrat global, ce contrat territorial global permettra d'initier vraiment toutes ces actions et être au service de la population. Vraiment. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire et nous reviendrons bien sûr sur ça parce que nous sommes en train de travailler dessus. Et pour signer, on prévoit décembre avec la CAF ce grand projet, ce grand contrat. Donc, ça passera devant le conseil municipal. Il va falloir le présenter devant le conseil municipal et que le conseil municipal autorise le maire, bien sûr, à signer la convention avec la caisse d'allocation familiale. N'est-ce pas, Didier? Voilà. Je veux juste rajouter que... Vas-y, donnez la parole à Didier, puisqu'il est aussi acteur fortement concerné sur ce dossier-là, à double titre. Merci. Alors, je vais juste rajouter que les maisons France Service sont conclues dans le cadre de la Convention territoriale globale. C'est une très bonne nouvelle, mais on avait précisé ça dans la réunion que nous avons eue, effectivement. Donc, voilà. Donc, la Convention territoriale globale, c'est un moyen de renforcer le partenariat entre la CAF et toutes les collectivités. À terme, toutes les communes vont signer une convention territoriale globale avec la CAF. Il y a déjà une bonne dizaine de communes qui ont déjà signé. Et la montagne avec 2 communes qui sont prioritaires avant la fin d'année. Voilà. Merci. Je pense qu'on n'a pas encore voté. Donc on va passer au vote. Oui, collecteur vidéo. Avant le vote. Nous disons, on dit bien qu'il s'agit d'une haute pointure. Donc je demande une modification. Nous disons donc qu'il s'agit d'une haute pointure, donc je demande cette modification que du tableau, que le niveau de recrutement ne s'arrête pas simplement à la motivation, mais sur les capacités pour réaliser la mission. D'autant que ça a fleuré il y a quelques instants, que ce conseil numérique pourrait aussi conseiller les agents municipaux qui pourraient se faire eux-mêmes des répercuteurs de l'affaire. Je ne sais pas si on peut modifier dans la mesure où c'est un cadre bien défini par la préfecture pour le recrutement et c'est publié et il faudrait que, et ce n'est pas seulement la commune de La Montagne qui recrute, donc c'est un processus où il y a plusieurs communes qui recrutent et c'est le même profil pour tout le monde. Donc c'est ce que nous disons là que nous présentons, il y a par exemple du Moule qui recrute, c'est la même fiche de poste et c'est le même profil de manière, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas enlever parce que c'est un modèle type, on peut rajouter. Ah non,
Les candidats tous les candidats doivent avoir devant eux les mêmes critères, le même profil présenté, parce que les candidats vont choisir entre est-ce que moi je vais plus à la montagne, est-ce que moi je vais plus au moule, ou, etc., au gosier, parce qu'il y a plusieurs communes qui recrutent la même moment. Donc on est obligé de garder la même présentation pour tout le monde. On n'est pas dans un dispositif l'amantinois, c'est un dispositif départemental. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité. Merci, chef. Point 7. Création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité. Merci, Président. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant les besoins liés à l'accroissement des activités pour le dernier semestre 2021, il a eu lieu de créer des emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité dans les conditions prévues par l'article 3.1.1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, à savoir contrat d'une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. Accroissement temporaire d'activité, durée contrat d'une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. Catégorie C, nombre de postes 1. Filière administrative, adjoint administratif territorial à temps complet 28 heures, et la mission agent polyvalent au sein des services ayant pour tâche administrative, secrétariat, accueil, etc. Un autre poste en catégorie C, filière technique, adjoint technique territorial à temps complet 28 heures, dont la mission est agent polyvalent au sein des services administratifs, secrétariat et accueil, etc. Niveau de la rémunération, indice brut 354, majoré 332. Par référence au cadre d'emploi des adjoints techniques, adjoints administratifs et adjoints d'animation, les indices pouvant varier en cas de revalorisation réglementaire, la rémunération suivra l'évolution des indices liés au premier échelon de ces grades. Je vous propose d'en délibérer. Donc, collègues, je commence par dire qu'il n'y a pas de quiproquo, il ne s'agit pas de postes nouveaux. Il s'agit de personnes qui sont déjà chez nous, mais les choses ont changé. Il faut des précisions de façon à ce que ces gens-là soient payés. Il faut des délibérations qui créent des postes. Donc ce sont des personnes dont les contrats arrivent à terme. Même pour renouveler les contrats, le poste a une durée de vie qui est liée à la durée du contrat. Donc il faut renouveler à chaque fois. Sinon, ça ne passe pas au niveau de la trésorerie parce qu'il faut que le poste, qu'il y ait un poste en face du contrat de travail. Donc ce ne sont pas des créations nouvelles, ce ne sont pas des effectifs en plus qui viendront gonfler la masse salariale. C'est du personnel qui est déjà dans la masse salariale, il y en a très peu, parce qu'il y a très peu aujourd'hui de contractuels à la ville de La Montagne. Et c'est un personnel qui, s'il donne satisfaction, qui dans quelque temps sera aussi stagiairisé comme les autres. Mais pour l'instant, c'est un personnel qui peut être encore utilisé sous contrat. Donc il est encore utilisé sous contrat, il y en a très peu, mais il faut créer le poste. Voilà, la procédure, c'est de la procédure administrative ce que nous faisons. Aucun impact sur le budget municipal.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Toribio. Monsieur le Président, il ne s'agit pas donc, si je comprends bien, d'accroissement temporaire d'activité. Ce sont déjà... Si, c'est de l'accroissement temporaire d'activité, dans la mesure où, effectivement, là, on vous parle, on vous donne les grades sur lesquels ils sont, mais on ne vous a pas dit sur quelle activité, sur quelle fonction exactement ils sont. C'est de l'accroissement temporaire d'activité. L'accroissement temporaire d'activité peut aller jusqu'à 24 mois. On a dit en juin, on a créé 5 postes ou 6 postes déjà. On n'a rien créé. Ce que vous avez vu là, c'était la même chose. C'était la régularisation administrative. Donc, soit qu'il soit transmis aux conseillers municipaux un tableau récapitulant tout ça, parce qu'en juin, cette fois-ci, on voit clair. Oui, normalement, ça doit faire partie effectivement de la présentation lors du budget en annexe l'ensemble des postes et des effectifs. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté donc à l'unanimité. Dernier point de l'ordre du jour, le point numéro 8, autorisation de recours au contrat d'apprentissage dans la commune de La Menthe. Collègue Gladys Murat, tu as la parole. Merci. Alors, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de droit privé par lequel un employeur recrute un jeune âgé de 16 à 29 ans, révolu en tant qu'apprenti, en vue de le préparer à un diplôme d'État du niveau 5 au niveau 1, CAP au master, un titre inscrit au répertoire national de certification professionnelle dans le cadre d'un dispositif de formation initiale en alternance. L'apprenti est alternativement dans la collectivité qu'il emploie et dans un centre de formation d'apprentis, CFA, où il bénéficie d'enseignements complémentant la formation pratique reçue dans la collectivité. Le temps de formation en CFA est au minimum de 400 heures par an. La commune de La Menthe a pris la délibération 2021-0432 au conseil municipal du 1er avril 2021. Il convient de prendre une nouvelle délibération afin de prendre en compte les nouveaux apprentis quant à leurs fonctions, les services dans lesquels ils seront accueillis, le titre ou diplôme qu'ils préparent et enfin la durée de leur formation. Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, a modifié le financement de l'apprentissage et prévoit que le CNFPT verse au centre de formation d'apprentis, CFA, une contribution fixée à 50% des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. C'est le décret 2020-786 du 26 juin 2020 qui précise que le CNFPT est chargé de recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. L'apprenti est rémunéré en fonction de son âge et de l'année d'exécution du contrat d'apprentissage en pourcentage du SMIC. Le tableau ci-dessous rapporte les précisions. Âge de l'apprenti, moins de 18 ans, en première année 27%, deuxième année 39%, troisième année 55%. De 18 à 20 ans, 43% pour la première année, 51% en deuxième année et 67% en troisième année. De 21 à 25 ans, 53% en première année, 61% en deuxième année et 78% en troisième année. Les 26 ans et plus, 100% pour la première, la deuxième et la troisième année. L'apprenti est accueilli au sein des services municipaux afin d'y exercer une fonction dans le cadre du titre ou du diplôme qu'il prépare. La désignation d'un maître d'apprentissage est obligatoire.
Le maître d'apprentissage accompagne l'apprenti dans toutes ses activités, suit son parcours de formation au CFA et assure son évaluation. Le nombre d'apprentis maximum recrutés au sein de la commune est fixé à 10. Durant l'année scolaire 2020-2021, 9 apprentis faisaient partie des effectifs, dont 7 ont terminé leur cursus au 31 août 2021. 7 nouveaux apprentis feront partie des effectifs à compter du mois de septembre 2021. En l'occurrence, le tableau ci-dessous mentionne les modalités d'accueil de l'ensemble des apprentis au sein des services de la collectivité. Service d'accueil de l'apprenti, service affaires financières, fonction de l'apprenti, assistante de gestion, diplôme ou titre préparé par l'apprenti, responsable de petites et moyennes structures